Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer la conférence sur le quantum computing. Alors j'ai la lourde tâche de vous réveiller après ce magnifique déjeuner avec des saucisses, donc ça va être un peu compliqué. J'essaie de ne pas vous endormir avec du quantique et d'essayer de faire ça de manière très intelligible. Alors ce qui est trop marrant, c'est que là en face de moi j'ai un amphithéâtre avec plein de personnes, ça me rappelle moi donnant des cours à des étudiants, donc vous êtes mes étudiants et ça va être assez marrant. Et on va essayer de passer 40 minutes ensemble sur comment fonctionne le quantique et quelles sont les promesses associées au quantique. Évidemment, ça ne fonctionne plus. Si, ça va. Voilà. Donc, je me présente, je m'appelle Laurent Grangeau, je suis Solutions Architect. Je suis basé à Paris, je fais pas mal de choses. Donc, je suis aussi organisateur des Meetup Serverless Paris, Kubernetes Paris, Docker Paris. Je donne des cours à la fac. Je donne des cours sur Open Classroom. Je fais pas mal de choses. Bon, bref, je donne des conférences aussi. Et du coup, là, je vais vous parler de quantique. Alors, je fais un gros disclaimer, je n'ai pas de background de physicien, donc n'essayez pas, ne me posez pas comme question comment ça fonctionne le quantique de manière générale avec des fonctions d'onde. Je ne saurais pas vous répondre, mais c'est vraiment pour vous montrer un peu ce à quoi s'attendre dans le futur au niveau des ordinateurs. Maintenant que je vous ai dit ça, on va parler quantique. Vous avez vu la jolie slide. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre d'appareil-là. C'est un appareil qui est vendu assez cher et qui fait du quantique et vous répare, vous soigne les maladies, répare votre rhume avec des ondes quantiques, je ne sais pas. Donc on ne va pas parler de ça. On ne va pas non plus parler de ce genre de produit. Je ne sais pas si vous avez eu le buzz en début d'année, mais il y a une crème de beauté quantique, donc il paraît qu'il vous répare la peau de manière quantique. Alors non, on ne va pas parler de ça. On va vraiment parler de choses comme ça. Derrière, on va vraiment parler de quantique. Donc là, ce que vous voyez, c'est une tour de refroidissement d'un ordinateur quantique. Le processeur est juste en dessous, vous ne le voyez pas, il est un peu tronqué en dessous. Et ça, c'est juste la tour de refroidissement. Donc imaginez que on est dans la même période qu'il y a 40 ou 50 ans, quand on avait les premiers ordinateurs. On avait des gros ordinateurs, maintenant on a des laptops ultra performants. Et je vais essayer de vous parler un petit peu de tout ça. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de quantique en ce moment, tout de suite parce qu'en début d'année, il y a eu 2, 3, 4 annonces qui ont été faites. Et je me suis dit, ça fait maintenant 1 an ou 2 que je t'en parlais de quantique. Et ça serait peut-être intéressant de creuser un peu le sujet parce qu'on en parle depuis très 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 longtemps. Mais là, il y a des premières avancées. J'ai été l'année dernière à Vivatech où on avait une présentation un petit peu des manipulations des nouveaux processeurs quantiques. On a eu aussi une annonce en 2021 qu'on avait, nous, Google, atteint la suprématie quantique. La suprématie quantique, c'est qu'on a réussi à résoudre un problème qui normalement prenait plusieurs dizaines de jours, d'années, voire de millions d'années. On l'a réussi à le résoudre en quelques heures avec un processeur quantique. Alors je me suis dit, ça commence à devenir intéressant. Ensuite, nos amis d'OVH ont annoncé l'installation du premier ordinateur quantique chez eux avec Candela. Et donc, du coup, c'était en début d'année. Et je me suis dit, c'est peut-être intéressant de savoir qu'est-ce que propose Candela et comment utiliser les technologies et comment on peut en faire pour... ça va être un peu quoi le futur. Il y a eu une autre aussi annonce, c'était l'année dernière. On a affirmé qu'on avait dépassé la suprématie quantique. On a réussi à faire tourner une expérimentation qui devait prendre des dizaines d'années en quelques heures. Donc là, je me suis dit, il y a vraiment un truc qui se passe, il faut vraiment que je creuse. Malheureusement, je ne suis pas physicien, donc il faut que je comprenne comment ça fonctionne. On a aussi à Paris une start-up française qui s'appelle Alice et Bob. Cocorico, elle est française et c'est la start-up qui détient le record du monde du qubit qui tient le plus longtemps avant une décohérence quantique. Je vais en parler. Mais le qubit tient une dizaine de minutes, ce qui est juste énorme dans le monde du quantique. Et chez nous, chez Google, on travaille avec eux justement pour travailler sur le futur des avancées quantiques. Et vous verrez,
quels sont les problèmes qu'on essaie de résoudre. Et enfin, on a annoncé aussi à Paris la Maison du Quantique qui a été cofondée avec pas mal de personnes. Donc on retrouve OVH, on retrouve Alice et Bob, on retrouve Candela. Il y a Pascal aussi, mais des entreprises comme BCG, EDF et Thales, Eviden, etc. Donc tout ça fait qu'il y avait beaucoup d'annonces autour du quantique en début d'année. Je me suis dit, franchement, on en parle beaucoup du quantique, donc qu'est-ce qui se passe? Mais avant de comprendre comment fonctionnait le quantique, je vais vous faire un petit retour aux ressources pour ceux qui ne sont pas informaticiens ou électroniciens de formation. Avant d'arriver à ça, donc ça c'est maintenant un CPU que vous pouvez trouver dans n'importe quoi, dans vos laptops. On est passé avant par ça. Donc ça c'est le diagramme du premier processeur Intel 4004 dans les années 70. Avant d'arriver à ça, on avait évidemment ça. Pour ceux qui ont fait de l'électronique, c'est un additionneur complet. Et avant de passer à l'additionneur, on a évidemment arrivé sur les transistors avec les PNP, les NPN. Je vous passe les détails, mais on est arrivé à un niveau nanoscopique où on peut faire circuler des 0 et des 1. Et en vrai, c'est grâce à ces transistors-là et grâce à Shannon, je ne sais pas si vous connaissez Shannon, c'est quelqu'un qui a théorisé le fait qu'on pouvait encoder de l'information sur un échantillonnage et qu'on pouvait encoder de l'information sur des 0 et des 1. Sans Shannon, sans les transistors, on ne serait pas arrivé là où on en est maintenant, et je ne pourrais pas faire cette présentation-là. Du coup, petit retour aux sources. Je vais passer rapidement. Qu'est-ce qu'un bit? Un bit, c'est l'unité de base la plus simple en informatique. C'est un 0 et c'est un 1. On peut le faire avec des transistors, et donc du coup, on peut faire passer soit un courant, soit on ne fait pas passer le courant, donc on a soit un 0, soit un 1. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce qu'à chaque fois, je vais essayer de faire un parallèle avec le quantique pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe. Donc vous avez le qubit, vous avez le bit, pardon, et par-dessus ça, on aimerait bien le manipuler. On aimerait bien faire des manipulations de plusieurs bits. Donc on a commencé à créer des portes logiques. Moi, j'ai fait 2 ans de DUT électronique. Ça, j'en ai bouffé à plus savoir quoi en faire. Trop même d'ailleurs. Et vous avez sur votre gauche la représentation logique d'une porte logique et à droite ce qu'on appelle une table de vérité. Donc vous voyez, ça c'est une porte non, ça veut dire qu'on va inverser l'état du bit. Donc quand on met en entrée A un 0, ça sort un 1, quand on met en entrée un 1, ça sort un 0. Ça c'est sur un seul bit, donc on peut manipuler les bits. Et évidemment, on peut manipuler aussi plusieurs bits. Donc on a des portes et. À chaque fois, vous avez la table de vérité sur votre droite. Donc des portes et, des portes ou, des portes non et, des portes non ou, des portes ou exclusifs et des portes non ou exclusifs. Et avec tout ça, on est arrivé à manipuler des bits et à faire ce qu'on fait aujourd'hui en informatique. Donc une fois qu'on a réussi à créer ce genre de portes, donc physiquement, c'est créé via des transistors qui se mettent en parallèle en série pour pouvoir faire ce genre de portes-là. On peut passer à des diagrammes, à des circuits qui sont un peu plus complexes. Typiquement, là, c'est un schéma d'une bascule D. Donc, vous voyez qu'on émet des portes non, des portes où c'est non ou et non et. Pour faire, en gros, à gauche, vous avez ici l'input qui est le D, et en sortie, vous avez Q. Et donc, on commence à avoir des chronogrammes qui sont intéressants avec des fréquences d'horloge. Et donc, on peut commencer à faire des circuits électroniques un petit peu plus avancés. Donc, vous avez la bascule D, vous avez la bascule JK qui est un peu plus complexe. Donc, même principe, les chronogrammes à gauche, la bascule JK à droite. Et donc, vous voyez qu'on commençait à faire du pur électronique. Le truc intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on commence à faire des choses un peu plus complexes. Là, j'ai mis le schéma d'un additionneur complet. Donc, vous avez A et B en entrée. Vous avez le C-in qui est la retenue d'un autre additionneur. S, c'est la somme de A et B. Et C-out, si vous avez une retenue qui va être transportée dans un autre additionneur. Donc là, on commence à avoir des architectures qui sont un peu plus complexes. Ça reste assez simple à comprendre, hein. Vous avez la table de vérité à droite. Et derrière, on a pu avoir des choses un petit peu plus complexes comme ça. Donc ça, c'est tout ce que vous avez vous avez forcément ça dans un CPU. C'est ce qu'on appelle un UAL en français, une unité arithmétique et logique, un ALU en anglais. C'est ce qui vous permet de faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions de bits simplement. Et c'est vraiment le cœur central du CPU. Et donc du coup, si on remonte encore d'un niveau, on va arriver là à un circuit logique d'un CPU. C'est un Intel 4004. Et vous voyez que le gros truc rouge au milieu, l'ALU, c'est ce qu'on voyait juste avant.
Il faut bien comprendre qu'un CPU, ce n'est pas juste un enchaînement de portes logiques, mais il y a pas mal de choses, des accumulateurs, des registres, des flip-flops, donc on va switcher les flags de droite à gauche, des bus, etc. Et on commence à avoir des choses intéressantes au niveau du circuit logique. Donc vous voyez qu'avant d'arriver à ce qu'on fait maintenant avec des processeurs à watts milliards de transistors, on a commencé tout petit. Il faut bien comprendre que le quantique, aujourd'hui, on est dans la phase encore de découverte, on est dans la phase encore de création de tous ces environnements-là. Si vous ne le connaissiez pas, j'ai mon collègue conférencier qui s'appelle Olivier Hubert, qui a fait un talk sur construire son processeur 8 bits from scratch. En gros, ce qui s'est passé, c'est que comme tout le monde, durant le premier confinement, il s'est embêté. Il a regardé des vidéos YouTube, et il a regardé des vidéos YouTube de comment construire son propre CPU. Et il s'est dit, ah, c'est intéressant, je vais commencer à le créer avec des transistors, des résistances, etc. Il a commencé à faire son propre CPU 8 bits. C'est ultra intéressant pour comprendre comment ça fonctionne. C'est disponible sur YouTube. Et il a enchaîné sur un deuxième talk qui est comment construire son GPU 8 bits from scratch. Et donc là, il explique aussi comment fonctionnent les GPU d'il y a 40 ans, mais comment ça fonctionne. Bref, tout ça pour dire que maintenant qu'on a un retour en arrière, on a une overview de ce qui s'est passé dans le monde classique, on va essayer de travailler dans le monde quantique. Alors dans le monde quantique, ce qu'on a, c'est qu'on a des qubits. Un qubit, c'est quoi? C'est un système quantique à 2 niveaux qui représente la plus petite unité de stockage d'information quantique. Donc c'est l'équivalent d'un bit. Et on a 2 niveaux qui peuvent être représentés. Alors quête, l'espèce de symbole avec une barre et un chevron, c'est quête, donc quête 0 et quête 1, qui représentent chacun l'état de base du qubit et qui en font donc l'analogue quantique du bit. Définition Wikipédia, je vous apprends rien. Donc on est sympa, on est cool, on sait ce que c'est un qubit, on sait qu'on peut faire du quête 0 et quête 1. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Mathématiquement, alors ceux qui n'aiment pas les maths et ceux qui n'aiment pas les matrices, malheureusement, je vais en mettre un petit peu. Mathématiquement, on peut représenter ça sous forme de matrice. Donc une matrice 1, 0 pour quête 0 et une matrice 0, 1 pour quête 1. Et ça, c'est pour que vous compreniez derrière comment ça fonctionne au niveau des portes logiques, etc. Un qubit, ça a plein de propriétés. Donc une des propriétés des qubits, c'est qu'on peut encoder de l'information comme alpha quête 0 plus bêta quête 1, alpha et bêta devant respecter des contraintes mathématiques. Mais en gros, c'est la probabilité qu'on peut avoir de quête 0 et la probabilité qu'on peut avoir de quête 1, sachant que l'absolu carré d'alpha plus l'absolu carré de bêta doit être égal à 1. Donc on doit avoir 100% entre les deux. Donc vous voyez qu'on peut encoder de l'information déjà juste sur un qubit avec alpha et bêta. Derrière, on peut faire pas mal de choses aussi avec des qubits. On peut corréler 2 qubits entre eux. Quand on dit corréler 2 qubits entre eux, ça veut dire que la lecture d'un qubit donne l'information de l'autre qubit automatiquement. On fixe l'état de l'autre qubit. Et en gros, vous voyez ça comme une espèce de traitement parallèle. Puisqu'on va lire un qubit d'un côté, tous les autres qubits qui sont corrélés avec ce même qubit seront dans un état fixe automatiquement. On connaît l'état et donc du coup, on va pouvoir faire des traitements qui sont beaucoup plus parallèles. Donc là, c'est un exemple de qubit qui est intriqué via des photons. Donc on utilise des photons pour l'intrication de qubits. Donc là, vous allez me dire, oui, d'accord, mais c'est quoi un qubit? Comment ça se représente physiquement? Parce qu'un transistor, je peux comprendre que c'est des jonctions chimiques entre NPN et PNP. Un qubit, en fait, en gros, on a plein de manières différentes. Nous, chez Google, on travaille sur des qubits qui sont des ions. Des trapped ions. En fait, on emprisonne un ion et on le manipule automatiquement. On peut faire ça avec des électrons, des photons. Par exemple, sur le photon, ce qui est intéressant, c'est qu'un photon, c'est une polarisation. Donc, soit elle est du haut vers le bas au niveau de la polarisation, soit elle est de gauche à droite. Mais vous pouvez voir que on va pouvoir dire que quête 0, c'est la polarisation verticale, quête 1, c'est la polarisation horizontale. Même principe sur les électrons. Vous voyez qu'au niveau des électrons, vous avez du spin. Donc c'est la rotation c'est la rotation. C'est le mouvement angulaire assimilé à la rotation d'un électron. Un électron ne tourne pas sur lui-même parce que sinon il pourrait tourner plus vite que la lumière, donc c'est pas possible. Donc on a du sud vers le nord, donc vers le haut, 1 quête 0, du nord vers le sud, vers le bas, 1 quête 1, donc plus 1,5, moins 1,5, et c'est comme ça qu'on fait des qubits. Et donc, on va manipuler ce genre de particules pour pouvoir fixer des états. Alors, le truc, c'est qu'un qubit, évidemment, pour pouvoir calculer, pour pouvoir faire des choses dessus, il doit être le plus stable possible. Vous savez tous,
ou pas que la mesure de la température, c'est l'excitation d'une particule. Donc plus une particule bouge, plus elle est chaude au niveau de la température. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de refroidir le plus possible ces particules-là pour pouvoir qu'elles soient dans un état le plus cohérent possible. On est sur du refroidissement de l'ordre de 2 millikelvin, qui est, je crois, la température la plus basse qu'on peut avoir dans l'univers, puisque dans l'univers, on est à peu près entre 2 et 3 Kelvin dans le fin fond de l'univers. Et pourquoi on fait ça? Parce que la moindre perturbation électromagnétique sur une particule va mettre en décohérence le qubit. Ça veut dire qu'on va introduire du bruit, on va faire flipper le qubit, donc de quête 0 il va passer à quête 1 ou de quête 1 il va passer à quête 0, et donc du coup on va avoir un état qui est complètement différent. C'est pour ça que quand vous voyez des annonces de type on a des CPU à 1000 qubits, 2000 qubits, 3000 qubits, en fait ce sont des qubits qui sont virtuels. On va multiplier les qubits réels pour que quand il y ait une décohérence quantique sur un des qubits, que statistiquement la masse de tous les qubits fasse que en fait, le qubit est à 0 et à 1, qu'on soit sûr et certain. Du coup, en ce moment, et ce sur quoi travaillent par exemple Alice et Bob, c'est ce qu'on appelle la correction d'erreur quantique. On va essayer de stabiliser le plus possible le qubit pour que justement il ne puisse pas être en décohérence totale au niveau des perturbations électromagnétiques. C'est pour ça que vous avez une grosse sorte de refroidissement, c'est pour ça que vous avez un gros bouclier pour protéger le plus possible. Et donc les qubits sont moins résistants au niveau du bit flip, donc on va passer de quête 0 à quête 1 et de quête 1 à quête 0, mais aussi au niveau de sa phase, donc on va voir un petit peu plus tard. Et donc chez Alice et Bob, on appelle ça des qubits de chat, en référence au chat de Schrödinger, il est moitié mort, moitié vivant. Mais je pense que c'est le plus gros challenge qu'on a aujourd'hui, et je vous ai dit, le qubit qui tient le plus longtemps aujourd'hui, c'est 10 minutes. Donc vous avez 10 minutes pour faire le traitement, sinon le traitement est foutu. Au niveau des qubits, je vous ai un peu expliqué les propriétés physiques des qubits. Vous avez maintenant des portes logiques. On va vouloir manipuler les qubits. Et donc, au niveau des portes logiques, on a des portes logiques quantiques. La plus simple, c'est la porte identité. Donc, au niveau mathématique, encore une fois, je suis désolé, à gauche, vous avez quête 0. Donc, quête 0, c'est une matrice de 1, 0. Et la porte identité, au milieu, est une matrice de 2 sur 2, de 1, 0, 0, 1. Et à droite, vous avez la représentation logique, en dessin, de la porte identité. Et en bas, vous avez effectivement toutes les mathématiques associées. Et on voit bien que si on applique la porte identité sur quête 0, on retrouve bien quête 0. Donc, il n'y a aucun changement. On est sur un espèce de fil. Imaginez ça comme un fil au niveau du classique. Ça, c'est sur la manipulation d'un seul qubit. On en a d'autres. Évidemment, on a la porte non. On va inverser l'état d'un qubit. Donc vous avez toujours quête 0 ici de 1 à 0, la porte non 0, 1, 1, 0. Et si vous faites les mathématiques en bas, vous voyez que si on applique la porte non au niveau de quête 0, vous avez bien l'inverse, donc 0, 1, et donc vous avez bien un quête 1 à la fin. Elle est aussi appelée poly-X, la porte poly-X, puisqu'elle est basée sur pas mal de calculs mathématiques, pas mal de théorèmes mathématiques faits par Pauli, qui est un mathématicien, je ne sais plus de quelle origine, mais en gros, tout va s'appuyer sur toutes ces mathématiques-là, donc sur tous ces théorèmes-là. Donc on a la porte non, on a la porte de Hadamard. La porte de Hadamard, je pense que c'est la porte la plus utile et la plus connue en termes de quantique. En gros, la porte de Hadamard, vous voyez ça comme quand on applique la porte de Hadamard sur un qubit, le qubit passe de quête 0, donc d'un état 0, à une superposition d'états entre 50% quête 0 et 50% quête 1. Donc en gros, tant qu'on ne le mesure pas, il est à 50-50, soit entre quête 0 et quête 1. Dès qu'on le mesure, on va fixer l'état. Et donc du coup, on va avoir généralement de l'aléatoire le plus complet et le plus complet possible. Vous avez encore les maths en dessous, ceux qui ont fait des matrices en licence de maths. Voilà, les matrices, on voit bien que la porte de Hadamard, une fois qu'on l'applique, on a bien 1 sur racine de 2, qui est en fait 50% de quête 0 et 50% de quête 1. Sur la porte de Hadamard, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau mathématique, elle est, une fois qu'on l'applique sur quête 0, par exemple, on a quête plus, là-haut. Une fois qu'on l'applique sur quête 1, on a quête moins. Et derrière, si on réapplique la porte de Hadamard sur quête plus, on revient avec quête 0. Ça veut dire que si on applique 2 fois la porte de Hadamard sur quête 0, on retrouve quête 0. Donc il n'y a pas de changement,
puisqu'en gros, il faut imaginer qu'on met dans un état superposé entre 50% de quête 1 et 50% de quête 0. Et on vient de l'état initial au niveau des statistiques. Même principe sur porte de Hadamard de quête moins, on a quête 1. OK ? Alors depuis tout à l'heure, je vous mens un petit peu, parce qu'un qubit, c'est pas que quête 0 et quête 1, avec 50%, 50%, etc. Ça serait beaucoup trop facile. En fait, on peut représenter ça au niveau d'une sphère, on appelle ça une sphère de blocs. Et donc là, on passe dans des équations qui sont beaucoup plus complexes, avec des coordonnées polaires. Vous avez du θ avec x, y et z. Et en gros, on peut voir ça comme cos de θ sur 2, quête 0, plus exponentielle de i, je sais plus quoi, sin de θ sur 2, quête 1. Et donc, en gros, vous voyez le petit vecteur phi là-haut, là. C'est le vecteur qu'on va manipuler. C'est comme ça qu'on va stocker de l'information au niveau du qubit. Donc, c'est largement plus complexe que uniquement mettre des quêtes 0 et quête 1. Sinon, ça serait trop facile. Et donc, pour ça, j'ai un petit site ici. Oups, pardon. J'ai un petit site ici que je peux vous montrer, qui vous représente un petit peu voilà, une sphère de blocs, donc un qubit. Et ici, vous avez la probabilité d'avoir quête 0. Donc, comme on est dans l'état quête 0 ici, vous voyez la flèche, elle monte vers le haut, on est à 100%. Et si je mets quête 1, la flèche elle va redescendre vers le bas, et vous voyez qu'on est dans la probabilité d'avoir quête 0, elle est à 0 parce qu'on est à quête 1. OK ? Donc, du coup, si on met dans quête 0 ici, et qu'on va s'amuser à appliquer la porte non, vous allez voir qu'on va changer de quête 0, on passe à quête 1. Et si on rapplique la porte non, de quête 1, on passe à quête 0. Pareil sur la porte de Hadamard, donc la porte H ici. On est sur quête 0, on applique, on passe à quête plus. Donc on est à 50% de quête 0, 50% de quête 1, là sur la gauche. Si on la réapplique, on revient sur quête 0. Donc vous voyez qu'on peut faire de la manipulation qui est assez intéressante. Oups là. Je vais vous remettre les slides. Tac. Et donc, en gros, quand on comprend ça et quand on connaît ça, on va pouvoir appliquer d'autres types de portes. Donc, vous voyez qu'on a, au-delà des portes logiques qu'on avait tout à l'heure en traditionnel, on a la porte poly Y avec des nombres complexes. Donc, j'ai toujours mis les mathématiques en dessous, avec moins I bêta de quête 0 plus I alpha de quête 1. On a la porte poly Z, on se retrouve avec un alpha quête 0 moins bêta quête 1. Et comme ça, on peut en faire pas mal au niveau des portes. Si je reprends maintenant toujours mon petit diagramme, vous voyez que la porte, la porte Y et la porte Z ici. La porte Y sur quête 0, on va repasser à quête 1. Mais vous voyez qu'en dessous, ici, en termes de phase, on passe de phase 0 à phase pi. Et donc, vous voyez que la porte Y, elle manipule aussi la phase. Okay, donc un qubit, c'est non seulement quête 0 et quête 1, mais aussi de la phase. Et on peut s'amuser à appliquer pas mal de choses. Donc la porte Z sur quête 0, ça ne fait pas grand-chose. Par contre, si on passe à quête 1, vous voyez qu'en dessous, on peut manipuler la phase avec la porte Z. Okay, et on va pouvoir s'amuser à faire pas mal de choses. Je vous épargne les portes Toffoli qui sont des trucs où on va manipuler des phases par quart. Là, dans l'autre sens, on a des portes S aussi, on va manipuler par pi sur 2 à chaque fois, et dans l'autre sens. Et après, on peut avoir des choses un petit peu plus complexes, où là, on va déplacer le curseur, et vous voyez qu'on va pouvoir encoder de l'information automatiquement. OK, tac. Maintenant que je vous ai parlé de ça, là, on manipule un seul et même qubit. Eh bien, il faut bien comprendre qu'on va mettre en place plusieurs qubits, comme on peut avoir plusieurs bits. Aujourd'hui, on est à 64 bits, donc à chaque fois qu'on manipule quelque chose, on manipule à 64 bits. Là, on va avoir une porte qui va manipuler 2 qubits. Le but du jeu, c'est que si la porte en bas, il y a un quête 1, ça va inverser l'état de la porte du haut, du qubit du haut, et s'il y en a un quête 0 en bas, ça ne va rien faire à la porte, au qubit du haut. Ce qui est intéressant, c'est que si on applique des choses un petit peu plus complexes, donc on a 2 portes de Hadamard qui vont mettre une superposition d'état de chaque qubit. Donc il faut lire le schéma comme de gauche à droite, on avance dans le temps, et les lignes, c'est des qubits. Donc qubit 0, qubit 1, qubit 2, etc. Donc on applique 2 portes de Hadamard, on applique une porte contrôle note, on rapplique Hadamard, et en fait on a juste inversé la porte logique de tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on avait la porte contrôle Y qui pointait vers le haut. Là, on pointe vers le bas. D'accord ? Donc, avec la porte de Hadamard, on peut faire switcher la porte.
On a la porte contrôle Y avec des nombres complexes, on manipule les phases aussi. Et on a la porte contrôle Z où on manipule les deux. Et donc là, on a pas mal de choses. On peut aussi se faire swapper des qubits entre eux. Ça veut dire qu'on peut swapper l'état de 2 qubits. On applique la porte, on switch, et ça continue de jouer avec. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut faire des registres quantiques. Donc encore une fois, quand on fait des registres en traditionnel, si on a 3 bits, on peut stocker 8 valeurs, normalement, de puissance 3, ça fait 8. On peut stocker 8 valeurs dans le registre. Ce qui est intéressant avec les qubits, c'est qu'on peut stocker beaucoup plus que ça. On a toutes les 2 puissance n possibilités de tous les qubits. Donc quand on parle des possibilités, c'est alpha et bêta, hein, vous vous rappelez, qu'on peut manipuler. Et donc du coup, si on crée des registres quantiques, on peut stocker de l'information déjà beaucoup plus rapidement que stock en traditionnel. Et donc c'est un stockage d'information qui est exponentiel. Plus on a de qubits, plus on peut stocker d'informations. Il se disait à un moment donné que si on avait un vrai processeur à 100 vrais qubits, on pouvait stocker plus d'informations que l'état de l'univers complet. Donc on pourrait simuler l'univers complet avec juste 100 qubits. Là, on est sur des annonces où on a des 1000 qubits avec IBM, et on n'est toujours pas arrivé à simuler l'univers. Il y a aussi l'état de Bell, où on va intriquer 2 qubits entre eux. Donc même principe, on applique une porte de Hadamard avec une control note, et on se retrouve avec un état intriqué des 2 qubits, donc quête de 0,0 plus quête de 1 sur racine de 2. Donc on est à 50% sur les 2 qubits, et on a intriqué les 2 qubits, et on peut commencer à faire des manipulations. Je passe ça c'est pour vous expliquer aussi que quand on applique les états de Bell sur des portes quantiques, on arrive à des trucs type phi de plus, phi de moins, et psi de plus et psi de moins. On peut aussi faire des téléportations quantiques. On peut téléporter l'information d'un qubit directement sur un autre qubit avec ce genre de système. Donc vous avez le contrôle X à gauche avec l'appareil avec la petite flèche, c'est juste qu'on fait une mesure du qubit, donc on lit le qubit, et à la fin on a un résultat au niveau de quête de phi de B. Donc on peut s'amuser à faire pas mal de choses. Et donc si on remonte encore un petit peu d'un niveau, donc on est au niveau du qubit, au niveau de la porte logique, maintenant on peut faire des circuits quantiques, et on peut s'amuser à faire des choses comme appliquer des portes de Hadamard, inverser l'état des qubits, etc., etc. Donc on voyait que plus on monte dans les couches, plus on se rapproche de ce qu'on fait traditionnellement. Alors ça c'est cool. Un des exemples les plus parlants et les plus concrets que je peux vous donner, c'est la création de nombres aléatoires. Vous savez tous que créer des nombres aléatoires, c'est compliqué parce que les PC sont déterministes. Ça veut dire que si on arrive à lire l'état initial d'un nombre aléatoire dans notre PC, on peut en déduire tous les nombres aléatoires qui vont être générés. Par définition, le quantique étant quelque chose d'aléatoire, quand on applique des portes de Hadamard sur 5 qubits et qu'on les lie au fur et à mesure, la résultante, la somme de tous ces nombres, c'est un nombre réellement aléatoire, parce que par définition, le quantique est aléatoire. Et en gros, vous avez un vrai générateur de nombres aléatoires fait en quantique, avec 5 qubits, et à la fin, vous avez un nombre qui n'est absolument pas... on ne peut pas le deviner, la suite du nombre qui va être généré. Maintenant que je vous ai expliqué ça, au niveau des circuits quantiques, on ne pourrait pas les utiliser sans algorithme. Hein, on est pareil sur les PC. Sans algorithme, sans orchestrateur, sans OS, on ne pourrait rien faire entre guillemets de notre CPU. Et donc du coup, il faut découvrir des algorithmes quantiques. Et l'un des tout premiers algorithmes quantiques, c'est celui de Dutch Joja. Je ne suis pas polonais, je ne sais pas, mais je n'arrive pas à prononcer. Le principe, c'est quoi? C'est savoir si une fonction elle est soit constante, donc elle produit que des 0 ou que des 1, soit elle est équilibrée et elle produit que les 50% de 0 ou 50% de 1. En traditionnel, on devrait avoir besoin de 2 puissance n-1 plus 1, donc au moins lire la moitié de tous les sorties plus une sortie pour savoir si oui ou non elle est équilibrée ou constante. Avec ce genre d'algorithme-là, en une seule fois, en une seule lecture, on sait si la fonction elle est constante. Donc ça, c'est le tout premier algorithme qui a été créé dans les années 90 par ces deux personnes là-haut et qui a prouvé qu'on pouvait accélérer les traitements via du quantique. Donc ça, c'est vraiment le premier algorithme qu'on a mis en place. Évidemment, il y en a d'autres. Un qui devrait nous intéresser côté Google, c'est l'algorithme de Grover. L'algorithme de Grover, c'est quoi? C'est qu'on peut faire des recherches d'un ou plusieurs éléments dans n éléments non classés. Google, nous, on fait de la recherche.
faire de la recherche dans des éléments non classés en maîtrise. Avec ce genre d'algorithme-là et avec ce genre de PC quantique, on pourrait être beaucoup plus rapide. Donc vous voyez qu'en classique, on est sur 2 puissance n recherche. En quantique, on serait sur 2 puissance n divisé par 2, ce qui ferait qu'on diviserait par 8, normalement, les temps de traitement. Donc du coup, on serait beaucoup plus rapide avec du quantique. Un qui a défrayé la chronique depuis des années, il y a encore eu des annonces cet été avec les Chinois, c'est l'algorithme de Shor. Donc pour ceux qui connaissent la sécurité, en gros, toute la sécurité d'Internet aujourd'hui repose sur un algorithme qui s'appelle l'algorithme RSA, qui part du principe que multiplier deux nombres entre eux, c'est rapide. Trouver les facteurs premiers d'un énorme nombre, c'est très compliqué, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. L'algorithme de Shor, lui, est capable de le faire quasiment instantanément, et en tout cas beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça qu'il y a des effets d'annonce aujourd'hui avec les Chinois qui ont réussi à craquer un algorithme RSA avec du quantique. Donc du coup, on a mis à mal Internet, c'est grave. On a des recherches sur des algorithmes post-quantiques depuis l'année dernière au niveau du NIST. Bref, alors je vous rassure, hein, pour pouvoir faire de l'algorithme de Shor et casser une clé RSA, il faudrait des millions de qubits pour pouvoir casser une clé RSA, donc on est un peu à l'abri. Par contre, ce qui est vrai, c'est que on est capable de stocker aujourd'hui des informations chiffrées sur les systèmes, attendre 5, 10, 15 ans que le quantique soit une réalité pour pouvoir déchiffrer tous ces systèmes-là. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que imaginez des gouvernements qui s'échangent des données chiffrées entre eux. Un autre gouvernement stocke les données chiffrées, arrive à les déchiffrer au bout de 10 ans. Vous n'imaginez pas le nombre de conséquences que ça peut avoir. Bref, en termes d'algorithme, l'algorithme de Shor, c'est celui le plus connu. Et c'est celui aussi qui m'a donné envie de creuser un petit peu plus le quantique. En termes d'implémentation, on est sur des portes de Hadamard avec des portes de manipulation de phase et un transformé de Fourier quantique qui nous permettent de manipuler tous les qubits d'un seul coup et en gros de déchiffrer, de factoriser un énorme nombre en ces deux nombres premiers. Avec ce genre d'algorithme, on serait capable de casser tout Internet. Pour finir, je voulais vous parler un petit peu de ce que ça pourrait apporter dans la vraie vie en termes de quantique. En fait, en gros, si le quantique devenait une réalité, ça révolutionnerait absolument tous les domaines. Je vous en ai mis quelques-uns. Au niveau de la cryptographie, la génération de nombres aléatoires, je sais que mes collègues chez OVH font de la génération de nombres aléatoires via du quantique. Donc, ils ont des ordinateurs quantiques qui génèrent des nombres aléatoires. On pourrait déchiffrer, décrypter les chiffrements à clé avec l'algorithme de Shor. On pourrait, par exemple, en météo, faire de la simulation météo beaucoup plus poussée, beaucoup plus complexe qu'on fait aujourd'hui. En termes de chimie, on pourrait travailler sur des repliements de molécules qui soient beaucoup plus intéressants que ce qu'on fait actuellement, sachant que le repliement de molécules, c'est comme ça qu'on va découvrir des nouveaux médicaments et peut-être guérir les futures maladies. Et en finance, je sais qu'aujourd'hui, en France, il y a des partenariats entre des banques financières et Pascal, je crois, pour pouvoir appliquer des algorithmes de Monte-Carlo au niveau de la finance. Les algorithmes de Monte-Carlo, c'est quoi? C'est quand vous faites des transactions financières, vous avez toujours un calcul de risque, d'accord? Et les simulations Monte-Carlo vous permettent de savoir quel est le risque associé à une transaction financière. Et c'est comme ça que, oui ou non, on vous donne accès, par exemple, à des prêts. Mais imaginez ça au niveau de plusieurs gouvernements, de plusieurs pays. On pourra faire des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus intéressantes. Et même en termes de déplacement, au niveau de tout ce qui est avion, bateau, etc., on pourrait largement optimiser les déplacements, avoir vraiment des courbes qui soient nickel. Bref, en tout cas, si le quantique aujourd'hui devenait une réalité, on arrivait vraiment à faire des calculs très poussés, on révolutionnerait un petit peu tout. Tout ça pour vous dire qu'on est vraiment au début du quantique. J'en ai parlé, mais on est encore à résoudre les problématiques de stabilité des qubits. Encore une fois, la moindre perturbation électromagnétique, la moindre température chaude met un qubit dans un état décohérent. On a des algorithmes qui sont présents, mais qui sont encore sous forme théorique qu'il faudrait encore implémenter. Et enfin, si on fait ce genre d'avancée aujourd'hui sur le quantique, ça améliorerait beaucoup de secteurs.
Alors malheureusement, le quantique, vous avez vu, hein, c'est des tours qui sont extrêmement grosses. Alors peut-être que demain, il y aura un matériel qui permettra d'avoir la miniaturisation pardon, des processeurs quantiques, mais aujourd'hui, moi je le vois plus comme un coprocesseur dans le cloud, on enverra des informations, faire des calculs et récupérer les données, plutôt que d'avoir un processeur quantique qui remplace nos PC. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il nous reste à peu près 4 minutes pour les questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas. Je vous invite à aller voter sur Open Feedback, savoir si le talk était bien, pas bien, s'il manquait des choses. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a un micro qui se balade, mais si il y en a une, je répète, il n'y a pas de souci. Dites-moi.